Face aux perturbations climatiques, la planète joue les cartes de son avenir. En Afrique, où les émissions de gaz à effet de serre restent très faibles, environ 4%, l'impact prononcé des dérèglements climatiques fait qu'il devient crucial de relever les défis environnementaux et énergétiques, quand notamment 650 millions de personnes sont encore privées d'électricité. Quelle réponse aux enjeux environnementaux et énergétiques en Afrique? Tel est le thème de cette nouvelle édition du Connect 54, émission de la Tribune Afrique, qui revient pour la deuxième fois dans les locaux de l'Orange Digital Center de Rabat. Pour débattre de cette grande thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Ailé, ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable de la République du Cameroun. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, madame. Avec nous également Jérôme Koumba, directeur général de GES Environnement et expert auprès des Nations Unies. Bonjour, Monsieur Koumba. Bonjour, Estelle. J'accueille également avec plaisir Monsieur Antoine Faye, expert en économie du changement climatique. Bonjour, Monsieur Faye. Bonjour, madame. Bonjour, Estelle. Avec nous, depuis Dakar, Madame Rokaya Solange Beng, chef de département RSE et partenariat chez Sonatel Orange. Bonjour, Madame Beng. Bonjour, Estelle. Bonjour à tous. Et avec moi sur ce plateau, Jean-Michel Canto, directeur environnement chez Orange Afrique et Moyen-Orient. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Ravi. Alors, démarrons tout de suite notre échange. J'attaque avec vous, Monsieur le ministre, et je vous demanderai d'entrée de jeu quel est votre regard sur les mutations environnementales de ces dernières années en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Merci, madame, de me poser cette question. Je pense que le regard est très simple en réalité. C'est que nous constatons, comme l'avez dit vous aussi tout à l'heure, que l'Afrique est beaucoup plus victime que responsable de ce phénomène de changement climatique. Mais le regard que nous avons maintenant, au vu de l'évolution des choses pendant de 2015 à 2020, les engagements qui ont été pris et qui nous rendaient très optimistes à partir de Copenhague en passant par Paris et Glasgow dernièrement, on s'attendait, disons, pas seulement en Afrique ou au Cameroun, on s'attendait à une grande mutation dans la mesure où d'ailleurs à Paris, le président français avait dit lors du sommet One Planet Summit à Paris qu'il fallait doubler les ambitions si nous voulons atteindre les objectifs. Mais le regard que j'ai maintenant concernant l'Afrique et puis pour le Cameroun, mais il y a un enthousiasme qui s'en va petit à petit au regard des actions qui ne sont pas en harmonie avec les engagements pris. Bon, ce qui fait que cela ne tienne, le Cameroun est dans sa marche, dans le combat, c'est-à-dire ses engagements pris dans le cadre de la CDN de réduire 35%, dont 12 non conditionnés. Mais nous sommes en train de travailler et je pense que chaque année en année, nous faisons beaucoup de progrès dans ce sens-là. Et il n'y a pas qu'au Cameroun, chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer, nous, pays africains, nous avons, disons, le même point de vue. Nous sommes engagés, bien que nous soyons plus victimes qu'auteurs. Nous sommes engagés, nous allons de l'avant. Et si cela ne dépendait que de nous, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas optimiste. Sinon, c'est à la survie de toute l'humanité qui en dépend. Donc, je pense que ce qui est en train de se faire, bon, pour le Cameroun et pour d'autres pays africains, on s'est engagé dans le cadre de notre contribution de développement au niveau national. On a des plans de développement au niveau national. Et je pense que le changement climatique prenne une place de choix. Ce qui fait que, disons, optimiste, mais en invitant tout le monde à jouer le jeu. Pour ce qui est de l'Afrique, je pense qu'on est en train de jouer le jeu. Mais il va falloir que d'autres aussi
joue le même jeu que nous, c'est-à-dire en respectant les engagements qui ont été pris. Donc, Optimiste. mon regard optimiste, mais teinté de beaucoup de questions au regard des résultats obtenus jusqu'ici, parce que nous avons fait le bilan de ce qui a été fait au niveau du Cameroun, est beaucoup positif. Mais quand on regarde, prenez le Fonds vert climat, annoncé à Copenhague, puis renforcé à Paris, et maintenant, quand on voit ce qu'il y a dans le Fonds vert climat, bon, ce n'est pas grand-chose. Et puis les conditions d'accès sont également très, très compliquées. J'ai eu à signaler cela, disons, à Glasgow, pour tous les pays africains. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Nous sommes optimistes, mais il va falloir que tout le monde joue le jeu. Il faudra que tout le monde joue le jeu. Donc, vous parlez d'optimisme et de l'importance que tout l'écosystème se mette ensemble pour avancer sur les grands enjeux environnementaux. Et j'en viens à vous, Jean-Michel Conto. Donc, je disais d'entrée de jeu que nous sommes ici dans un des multiples locaux d'Orange au Maroc, donc en Afrique. Le groupe Orange, au niveau global, s'est considérablement engagé en faveur de l'environnement avec un objectif de net zéro carbone d'ici 2040. Il y a déjà un objectif de mi-parcours à partir de 2025. Alors, quelle est la place de l'Afrique dans cette vaste stratégie ? Comme vous le dites, effectivement, Orange a pris des engagements forts en matière d'environnement au niveau du groupe, avec le net zéro carbone en 2040 et une réduction de 30% de nos émissions carbone d'ici 2025. Et du coup, Orange en Afrique va porter sa pierre à l'édifice pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, nous avons déjà plus de 6000 tours télécom en Afrique qui sont équipées de panneaux solaires. Nous solarisons également nos data centers, donc les équipements réseau qui consomment énormément d'électricité. Et donc nous allons, par exemple, inaugurer dès le mois prochain une grande ferme solaire pour notre principal data center en Afrique qui se trouve à Abidjan. À côté de ça, bien évidemment, nous souhaitons également développer des fermes solaires ou des champs d'éolien pour alimenter l'ensemble de nos points de consommation d'énergie. Et donc, nous en avons déjà 3 qui sont opérationnels, donc qui produisent de l'électricité en Jordanie. Donc, nous souhaitons bien évidemment maîtriser nos consommations d'énergie, donc avec un plan de sobriété, baisser nos consommations électriques sur notre réseau, également baisser nos consommations électriques dans nos bâtiments, la climatisation dans les pays chauds, le chauffage dans les pays froids, et tout ça pour limiter nos besoins en électricité et quand nous en avons besoin, le plus possible, aller vers l'électricité renouvelable à partir souvent de panneaux solaires. L'autre plan, c'est l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est récolter tous les téléphones portables qui ne seront plus utilisés. Mais vous savez tous qu'en Afrique, l'économie circulaire, nous la vivons au quotidien, puisque les téléphones portables, souvent, ont plusieurs vies, passent de main en main. Mais on souhaite également aller plus vers l'économie circulaire, également pour les réseaux, les équipements réseaux, utiliser des équipements reconditionnés pour, encore une fois, limiter l'empreinte carbone. Donc, économie circulaire, moins d'électricité consommée et de l'électricité renouvelable quand on peut en faire. Très bien. Alors, Orange est un groupe technologique très engagé dans le domaine de l'environnement. On y reviendra plus tard. Je me tourne vers vous, Jérôme Koumba. Monsieur le ministre parlait tout à l'heure de la nécessité de tout l'écosystème de travailler ensemble pour faire avancer toutes les questions liées aux enjeux environnementaux et énergétiques. Vous êtes expert sur la question. Pouvez-vous rappeler brièvement déjà quels sont ces enjeux de manière pratique et faut-il adapter les réponses à ces enjeux en Afrique? Oui, je disais qu'en matière d'environnement, lorsque nous parlons de protection de l'environnement, nous sommes préoccupés par, en gros, 8 thématiques. Il y a l'eau, l'air, les déchets, l'énergie, le bruit, tout ce qui est nuisance, j'entends, c'est-à-dire que l'atteinte à des paysages et bien entendu les nuisances de type olfactif, c'est-à-dire les odeurs, ainsi de suite. Alors la question qui est préoccupante, c'est qu'il y a
des objectifs qui peuvent être d'ordre national, mais des objectifs qui sont d'ordre international. Alors, ce qui se passe en matière d'environnement, c'est que lorsqu'on était sorti, par exemple, de Rio par le passé, il était vivement recommandé à tous les États et gouvernements de mettre en place des stratégies nationales d'environnement. Bien, maintenant, la plupart des pays se sont lancés dans ces démarches environnementales, certes, mais quand on remarque qui fait un peu timide, c'est que il y a beaucoup plus d'opérations de type coup de poing que d'opérations qui sont basées sur des stratégies. Parce que qui dit stratégie dit des priorités sur lesquelles on doit fonder une estimation des résultats quelque part. Alors, quelles sont les priorités qui viennent lorsque on est face à des problèmes environnementaux, qu'ils soient nationaux ou mondiaux? On a par exemple la question de l'énergie qui nous préoccupe aujourd'hui. Il y a des questions liées à l'eau, surtout nous en Afrique, l'eau potable pour tous. Et puis, il y a des problèmes qui sont liés à la transformation, par exemple, des ressources que nous pourrons avoir. Le ministre a dit tout à l'heure quelque chose de très important. Vouloir avancer seul n'est toujours pas intéressant parce que quand on est ensemble, on fait les choses de manière pertinente et efficace. Alors, si vous prenez les choses au niveau de l'Afrique, du sud du Sahara jusque dans la zone équatoriale d'Afrique, vous avez une mosaïque d'environnement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a de l'eau, on a des forêts, on a le soleil, il y a beaucoup de choses. Alors, on peut effectivement agir en matière d'environnement en essayant d'adapter la réponse à la question environnementale et à l'énergie par rapport aux besoins de développement de nos pays. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'Afrique est face à une équation qui est drastique, à savoir entre le développement, la lutte contre la pauvreté et les préoccupations environnementales, et il faut trouver le juste milieu pour ne pas aller dans tous les sens. Par exemple, si on prend la problématique qui nous est chère aujourd'hui, l'énergie, mais on peut quand même se préoccuper de régler les questions énergétiques en se groupant en grand ensemble au niveau africain pour régler les problèmes autour du solaire, autour de l'éolien, la géothermie, qui est très timide dans nos pays, alors que les technologies ne sont pas aussi très, très complexes comme on peut le penser. Donc, je dis aujourd'hui que je suis optimiste pour l'avenir. Je ne dirais pas optimiste à 100%. Je parlerai beaucoup plus de je suis sceptique, mais optimiste, pourquoi pas, mais à condition qu'il y ait toujours le nerf de la guerre qui est toujours derrière, qui s'appelle l'argent. Et vous voyez que dans toutes les COP, c'est le financement qui est toujours au devant de la scène. Et donc, tant qu'on ne réglera pas cette question de financement, mais l'Afrique risque toujours d'avoir un pas en arrière. La question du financement, le nerf de la guerre, effectivement, c'est le terme qu'on emploie communément actuellement pour qualifier cet enjeu. On y reviendra plus tard, mais avant, je me tourne vers vous, Rokhaya Mbeng, vous qui travaillez au sein de Sonatel Sénégal, où vous développez la stratégie RSE et où vous vous tournez, vous travaillez sur le terrain justement pour tenter de relever les défis auxquels sont exposées les communautés. Comment vous articulez, vous appliquez, je dirais, la stratégie globale du groupe de manière si spécifique dans un pays comme le Sénégal? Estelle, comme l'a dit Jean-Michel, le groupe a de grandes ambitions et l'objectif, c'est que ces ambitions et ces objectifs soient déclinés au niveau de chacun des pays de présence du groupe Orange. Et au Sénégal, on tient à avoir particulièrement un ancrage territorial en organisant un certain nombre d'actions de compensation carbone, éventuellement notamment, avec des sessions de plantation de mangroves dans une zone qui s'appelle Palmarin, et ça nous permet chaque année de mobiliser aussi bien des parties prenantes internes que de nombreuses associations et des acteurs de la société civile
Ça nous a permis à date d'avoir plus de 150 000 arbres qui ont été plantés, rien que par les Sonatéliens. L'objectif également, comme je l'ai dit, c'est d'avoir des partenariats. Il y a une agence qui est l'agence de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Et l'année dernière, en 2021, cette agence, avec le soutien, l'accompagnement, le partenariat de plusieurs structures, dont notamment Sonatel Orange, a pu planter 600 000 arbres, ce qui est quand même assez conséquent. Et cette agence de la sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a été actée le 15 décembre 2021 dans le cadre du plan Sénégal émergent, d'ailleurs, qui est un plan de l'État du Sénégal, du gouvernement du Sénégal. Et nous avons plusieurs objectifs. C'est d'abord de lutter contre la désertification dans le Sahel, également de contribuer à sauvegarder tout ce qui est diversité biologique et la création d'emplois verts. On se rend compte que c'est un domaine de l'environnement dans lequel on peut notamment sensibiliser, accompagner beaucoup de jeunes à s'investir et à créer des entreprises, mais également renforcer la résilience des communautés sahéliennes tout le long du tracé de 7500 km qui traverse l'Afrique et qui va du Sénégal à Djibouti. Et donc, pour terminer, on a une stratégie de réduction de la consommation d'énergie. Et nous avons déployé une norme qui est la norme ISO 50001, qui a pour objectif de réduire toutes nos consommations. Aujourd'hui, on a des tableaux de bord qui nous permettent justement de monitorer tout ça. Très bien, merci pour cet exposé. Je me retourne vers vous, Monsieur le ministre. L'expert Jérôme Koumba parlait tout à l'heure de la nécessité de développer des stratégies qui soient évaluables en termes de résultats. Le Cameroun dispose d'une stratégie depuis 2019, une nouvelle stratégie, je dirais. Aujourd'hui, quels sont les piliers brièvement de cette stratégie? Merci, madame. Vous l'avez si bien dit. Le Cameroun dispose d'une stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Et là-dedans, l'environnement a une part très importante dans la mesure où nous avons évalué dernièrement les besoins financiers. Et en cela, il nous faut chaque année au moins 1 000 milliards de CFA dans le secteur du changement climatique. Donc, par conséquent, le budget, avec les ministères sectoriels concernés, tout le monde est appelé à travailler pour qu'ensemble, nous allions dans ce combat collectif. Donc, la stratégie, elle est là et elle a été élaborée. Et c'est très important. Nous sommes en train de suivre cela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là, nous faisons notre devoir et je pense que les autres font le leur aussi. Et ensemble, nous allons réussir. Voilà ce que je peux dire sur ce point, madame. Très bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. Cela me donne une belle entrée pour venir à vous, monsieur Antoine Faye. Alors, la question du financement est revenue à plusieurs reprises au travers des interventions des différents intervenants qui vous ont précédé. On en parle de plus en plus. Toutes les institutions en parlent, tous les experts en parlent pour que l'Afrique puisse faire face aux enjeux environnementaux et énergétiques, aux enjeux climatiques. Il faudrait que le financement soit libéré. On parle d'environ 1 300 milliards de dollars de besoins de financement selon la Banque africaine de développement. Alors, comment mobiliser efficacement le financement pour la préservation de l'environnement et la transition énergétique si essentielle? Oui, j'ai écouté et je suis vraiment content que son Excellence le ministre ait pu revenir sur tout ce qui a été promis durant ces conférences de parties de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et qui n'a pas été en réalité réalisé. Ça, c'est d'un. De deux, il faut que nous nous accordions sur quelque chose. Il y a la préservation de l'environnement, il y a aussi le besoin de développement. Et dans tout cela, ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que c'est des problématiques successives,
mais qui ont chacune une cause qu'elles tirent de l'autre. Si on parle de la préservation de l'environnement, je pense que c'est en 2000, disons au sommet de Rio, que la communauté internationale s'est rendue compte qu'il y a des choses qui se passaient dans notre environnement qui n'étaient pas normales. Ce n'était pas, disons, un changement naturel. C'est un changement qui était causé par notre boulimie, notre besoin de développement, notre consumérisme. On s'est mis ensemble, la communauté s'est mise ensemble pour voir comment faire front. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était beaucoup plus profond que ça, qu'il y avait une autre cause, et c'est là où le changement climatique est rentré en jeu. Maintenant, ce qui crée tout ce emballement, c'est parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont accepté qu'ils étaient la cause de ce qui nous arrivait et qui ont dit aux autres qui subissaient que nous allons mettre de l'argent, ou bien des moyens en tout cas, pour vous aider à ne pas trop souffrir. Donc, vous voyez les deux trajectoires de cette lutte. C'est la trajectoire atténuation pour diminuer les émissions qui était la cause de ce qui nous arrive, mais il y avait une autre trajectoire, c'est la trajectoire de l'adaptation pour pouvoir vivre vraiment avec ce qui est déjà là. Essayer de diminuer notre vulnérabilité. Et le ministre il est très conscient sur ça, et les ministres africains sont très conscients sur ça. Nous savons quelle est notre part, mais nous savons aussi comment est-ce que nous avons été induits à accepter certains compromis. Donc, le financement en tant que tel, si on parle de financement climatique, c'est une obligation, parce que ça découle d'une convention avec des règles bien établies. Ça, on n'en parle pas. Malheureusement, malgré le peu qu'il y a là-bas, l'accès est très difficile parce qu'il y a des besoins de préparation que nos pays ne peuvent pas en ce moment ou n'ont pas dans leur capacité institutionnelle. Maintenant, pour parler du financement de la transition énergétique, c'est vraiment direct, il y va de soi, parce que les technologies sont là. Ceux qui les ont inventées et qui veulent les vendre peuvent les vendre là où ils veulent. Mais le problème qui se passe, c'est que là où on en a besoin, on n'a pas d'argent pour investir. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que le système financier mondial puisse changer de manière d'opérer. Et pour cela, il faut aussi qu'on accepte dans nos pays, surtout en Afrique, de changer notre système financier. Je pense que je ne dis pas des bêtises, mais tout le monde sait qu'en Afrique, nos banques sont frileuses, nos banques ne veulent pas prendre de risques, et vous avez une situation qui est un peu étrange, où les banques ont énormément d'argent liquide avec elles, mais ne veulent pas financer sur des projets. Tout ce qu'elles veulent faire, c'est du financement de commerce. C'est-à-dire, je vous passe de l'argent, vous allez acheter du matériel, vous revendez, vous me ramenez mon argent. Ça ne fera pas bouger les choses. Donc, il y a d'une part le fait qu'on a besoin d'argent pour s'adapter. Et ça, c'est un financement qui est obligatoire, qui découle d'accords qui sont là. Maintenant, il y a le financement de projets qui sont bancables, qui peuvent générer des revenus. Et ça, il faut vraiment que le secteur privé puisse rentrer en jeu dans ce genre de financement. Très bien. Nous allons revenir encore sur cette question du financement, technologie, transfert technologique. Cela me donne une belle entrée pour attaquer la deuxième partie de notre débat avec vous, Jean-Michel Conto. Le groupe Orange est un groupe technologique, justement, et on entend de plus en plus parler de l'apport du numérique dans l'accélération des réponses aux enjeux environnementaux et énergétiques. Alors, selon vous, que peut faire concrètement le numérique pour accélérer les réponses aux enjeux?
Alors, effectivement, le numérique est un enjeu fort parce que le numérique accompagne le développement économique des pays. Donc effectivement, on voit que quand le numérique, le digital ou les telcos d'une manière générale se développent, le PIB des pays suit ce développement. Donc c'est fondamental d'avoir une croissance continue du numérique d'une manière générale. En fait, le numérique peut jouer sur plusieurs activités. La première, c'est la dématérialisation et l'autre, c'est l'accès aux services à distance. Alors, la dématérialisation, on se rappelle tous d'avoir fait la queue pour aller payer nos factures d'électricité, nos factures d'eau dans les agences en Afrique. Effectivement, grâce au numérique, eh ben maintenant, on peut payer ses factures à distance, réactiver des compteurs, etc., etc. Donc, l'apport du numérique est quand même assez visible dans la vie au quotidien des citoyens. À côté de ça, quand on parle d'accès à distance des services, on sait que maintenant, on peut prendre des rendez-vous chez les médecins via des applications. On peut suivre des cours en ligne, même dans les pays en voie de développement. Donc, tous ces services qui sont mis à disposition des citoyens permettent le développement et, encore une fois, limite les émissions de CO2 puisqu'il n'y a plus besoin de se déplacer pour avoir accès à l'ensemble de ces services-là. L'autre chose, c'est qu'on a vu que pendant la crise du Covid, le télétravail a explosé. Et le télétravail a été possible grâce, effectivement, aux télécoms qui ont dû se renforcer très rapidement pendant cette période pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir continuer ses activités tout en restant soit à la maison ou soit avec des points d'accès Internet qui étaient disponibles à droite ou à gauche. Donc effectivement, l'ensemble de ces mises à disposition de services fait qu'on arrive à limiter l'empreinte carbone de chaque citoyen tout en continuant à apporter le support nécessaire au développement économique des différents pays. Mais bien évidemment, il faut que l'on continue à le faire, justement, comme on l'a dit, en étant le plus vert possible. Donc, les investissements dont on vient de parler, nous sommes également contraints, puisque vous savez que les technologies évoluent. Donc, Orange doit investir dans la 4G, bientôt dans la 5G, dans la fibre optique. Et donc, nous faisons également appel à des institutions pour nous aider à nous développer de façon la plus verte possible. Et donc, nous faisons appel à des investissements pour, encore une fois, solariser nos tours télécoms, solariser nos data centers et diminuer le plus possible notre empreinte carbone à nous, en sachant que le numérique, tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous rappeliez que l'Afrique émettait seulement 4% des émissions carbone mondiales. Le numérique, on pense que ça émet également 3% des émissions carbone mondiales. Donc, ça reste très faible, mais il faut qu'on soit de plus en plus efficace et de plus en plus vert. Ne faudrait-il pas justement généraliser la pratique pour avoir un impact significatif? Parce qu'on en parle généralement, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer l'impact à ce stade? Alors, nous mesurons notre empreinte carbone depuis maintenant 3-4 ans. Encore une fois, nous avons pris des engagements pour baisser nos émissions carbone de 30%. Chaque acteur de la chaîne doit maintenant non seulement être capable de mesurer son empreinte carbone, c'est-à-dire mesurer les émissions carbone qu'il produit, mais également tout le monde. Comme on l'a dit, c'est tous ensemble que nous allons réussir. Tout le monde doit prendre des engagements pour réduire ses émissions carbone et pour tenir chacun nos engagements en étant neutre carbone en 2030, en 2040, en 2050. Mais ça devient une obligation. Une obligation, merci beaucoup. Alors, j'en viens à vous, Monsieur le ministre. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du financement. Le Cameroun a besoin d'environ 1 000 milliards de francs CFA pour pouvoir implémenter correctement sa stratégie. Aujourd'hui, en termes de mobilisation financière, où en est le pays? Parce que l'expert Antoine Faye a parlé tout à l'heure de la nécessité des pays développés de répondre, de respecter leurs engagements. Vous l'avez dit vous aussi. Mais à ce stade aujourd'hui,
Où se situe le Cameroun en termes de mobilisation financière? Merci, madame, de me poser cette question. J'avais peut-être en d'autres termes évoqué nos besoins et les problèmes que nous avons pour avoir les moyens nécessaires de notre politique. Disons, à notre niveau, comme je l'ai dit, chaque année, il faut au moins 1000 milliards dans ce secteur. Mais le budget national étant modeste, c'est assez difficile. Mais quand on se réfère, disons, aux accords, surtout l'accord qui dicte les obligations des uns et des autres, il y a effectivement le transfert de technologie, on l'a dit. Il y a aussi le financement, c'est dit. Mais alors, pour le financement, nous répondons aux exigences des bailleurs de fonds comme cela se doit, ou bien aux pays qui demandent à travers le Fonds vert climat, Fonds d'adaptation, mais d'autres prêts. Nous essayons de remplir les conditions nécessaires. Nous sommes également un pays solvable parce que le taux d'endettement est dans les limites normales également. Donc maintenant, je pense que nous, on frappe aux différentes portes. Mais je peux plutôt prendre cette occasion pour invoquer, demander aux financiers, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent, de faire bonne foi en assouplissant les conditions, en étant de bonne foi quand on fera une porte de financement. Et sans argent, effectivement, on ne peut rien dire. Si j'ai dit au début que c'est difficile d'apprécier quand on savait qu'avec 1000 milliards, 100 000 milliards, 100 000 milliards de dollars dans le Fonds vert climat, alors que ce fonds a à peine 80 milliards, avec les pressions que nous avons, avec les problèmes que nous avons au niveau national et international, cela veut dire qu'il faut que nous ayons de l'argent. Tout est financement. Bon, nous essayons à notre niveau de nous battre au niveau interne, de faire nos devoirs, mais je demande aux autres de faire également leurs devoirs. Les autres, c'est qui, monsieur le ministre? S'il vous plaît? Les autres, c'est qui? Ceux qui ont le plus d'argent, les argentiers. Et nous savons que si on reprend, il y a le pays, l'annexe 1, et puis d'autres qui se connaissent effectivement. Donc je pense que ce qui a été dit, il faut peut-être le respecter. Nous sommes dans cette logique-là et nous ne nous décourageons pas, nous mettons le marché de nous-mêmes pour que l'objectif de 35% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 soit respecté. Et nous nous battons dans ce sens-là. C'est le problème de financement qui est le nœud de la guerre qu'il nous faut. Voilà donc le problème que je peux dire en quelques mots, madame. Très bien, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette intervention. Je me tourne donc vers vous, monsieur Jérôme Koumba. Je disais la question du transfert technologique dans la coopération de l'Afrique avec le reste du monde en matière d'environnement et d'énergie peut s'avérer importante, mais comment articuler cette coopération, cette collaboration, sachant qu'il faudrait qu'au-delà des financements, l'Afrique puisse se perfectionner en matière de technologie environnementale et énergétique? Merci infiniment pour cette question qui est pertinente. Je dirais, alors, il y a une expression que j'utilise beaucoup lorsque je fais mes conférences désormais, c'est la notion de coopération à visage humain. Ça sous-entend quoi? C'est-à-dire que si on a eu de la coopération et de la diplomatie depuis plusieurs années, de manière, je dirais, formelle, certes, mais aujourd'hui, il faut une coopération qui soit véritablement au service du développement. Alors, aujourd'hui, on oppose au niveau international à l'Afrique le fait, par exemple, de quitter les énergies fossiles. Bon, bien entendu, ça demande beaucoup de choses à mettre en place. Parmi ces choses, il y a une qui est fondamentale. Je disais lors de mon premier propos que nous avons quand même des sources d'énergie qui sont très intéressantes en termes d'énergie renouvelable, hein, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la biomasse et la géothermie. Bon, voilà. Maintenant, toutes ces choses-là, pour qu'elles soient développées,
il faut qu'il y ait un transfert de technologie, comme vous disiez tout à l'heure. Mais ce transfert de technologie, il est timide. Pourquoi il est timide? Est-ce que, là je vais être un peu cru dans mon propos, mais est-ce qu'il y a une sorte de réticence à ne pas vouloir transmettre ou transposer ou transférer de la technologie vers des pays tiers? Ou bien il y a des difficultés à mettre en route cette machine parce qu'on revient encore sur les problèmes de financement. Mais là, je ne regarde pas les choses, pas forcément par rapport aux différentes COP, COP 21 jusqu'à la 27 aujourd'hui. Je regarde plutôt une approche multilatérale et bilatérale pour faire avancer la planète. Voilà, c'est tout. Donc, si ce transfert de technologie n'est pas réalisé de manière formelle, et je dirais que chercher à ce que les États, les pays africains quittent les énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables, mais ça risque d'être un leurre puisque les pays continuent à résoudre l'équation que j'ai annoncée au départ, à savoir entre le développement et sauver la planète ou préserver l'environnement, qu'est-ce qu'il faut choisir. Merci, Monsieur Koumba. Alors, le transfert technologique, il est important. Antoine Faye, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de mobiliser efficacement les financements pour répondre aux enjeux. Alors, vous étiez à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, où le sujet a également été parmi les multiples sujets abordés. Selon vous, comment donner plus de place au transfert technologique dans les partenariats de financement de climat et financement vert? Merci. Oui, j'étais à la COP à Sharm el-Sheikh. Bon, nous savons tous ce qui en est sorti. Le transfert de technologie a un cadre dans lequel il est discuté au niveau de la convention. C'est le CTCN. Et ma foi, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière ici. Quand on parle tout le temps de transfert de technologie, si on continue à le penser en termes de déplacer quelque chose qui appartient à quelqu'un pour l'amener là où on en a besoin, ça ne sera pas du transfert de technologie. Je pense qu'il faut que les gens réfléchissent un peu. On a eu le cadre du mécanisme de développement propre qui n'a pas profité à l'Afrique du tout, mais qui a fait faire à la Chine un bond énorme sur son développement. C'est parce que la Chine avait eu l'intelligence de mettre une réglementation qui lui sied pour que s'il y a transfert de technologie, que la propriété intellectuelle puisse être chinoise. Mais pour le faire, il aura fallu, c'est-à-dire créer l'environnement qu'il faut. Moi, je pense que quand on parle de transfert de technologie en Afrique, le plus avantageux serait de réformer tout notre système éducatif pour qu'on puisse avoir des ingénieurs qui vont pouvoir utiliser cette technologie et se l'approprier. Parce qu'en réalité, dans la finalité, transférer de technologie, c'est-à-dire acheter des panneaux solaires de je ne sais pas n'importe où, pour seulement les installer en Afrique, alors que dans 10, 20 ans, 30 ans, il n'y aura aucun pays en Afrique qui pourra de lui-même produire cette technologie. Et c'est là où le digital peut être très intéressant parce que, comme l'a dit votre invité, on a pu continuer à travailler pendant le Covid sans pour autant bouger de chez nous. Et si une formation doit être aujourd'hui vraiment prendre du sens, je pense que ce numérique ne peut pas être ignoré. Donc, oui, il y a le financement, mais il y a aussi le choix des stratégies dans lesquelles on met l'argent. Et ce qui est sûr et certain, je vais terminer par là, l'argent se dirige toujours là où il peut se faire de l'argent. Donc, c'est un marché. L'argent lui-même est un marché. Si les investisseurs ont la confiance
qui peuvent, en mettant $1 quelque part, ressortir avec 25 cents, ils vont venir, personne ne leur demandera d'amener l'argent là-bas. Très bien, merci beaucoup. Alors, je retiens de votre intervention brièvement mettre l'accent sur le numérique, en tout cas exploiter son potentiel pour répondre aux enjeux environnementaux et la formation sur le continent. Et je me tourne vers vous, Rokhaya Solange Mbeng. Alors, je disais tout à l'heure que Orange est un groupe technologique, un grand groupe, et plusieurs intervenants ont parlé depuis le début de l'émission de la nécessité de collaboration, de coopération. Donc l'Afrique qui coopère avec le reste du monde, mais également en Afrique, les différents acteurs de l'écosystème qui coopèrent les uns avec les autres. Donc un grand groupe comme Orange, comment coopère-t-il avec l'État dans un pays comme le Sénégal où vous vous êtes notamment, disons, le groupe s'est engagé à accompagner la stratégie Sénégal Plan Émergent. Comment mettez-vous en place cette collaboration avec l'État? Alors, effectivement, lorsque vous regardez la répartition du capital de Sonatel, vous verrez que Orange détient 42%, mais l'État du Sénégal détient 27%. Donc, c'est tout naturellement que nous sommes un partenaire privilégié de l'État du Sénégal. Et comment ça se traduit? C'est d'abord en instaurant un dialogue avec l'État et ses démembrements pour comprendre aujourd'hui quelles sont les attentes, quels sont les besoins vis-à-vis d'une entreprise comme Sonatel qui aujourd'hui est leader dans son domaine. Et lorsqu'on prend justement ce sujet de l'environnement-là, l'environnement et numérique, c'est deux sujets qui peuvent très bien aller ensemble. Comment le numérique peut être un levier qui va venir aujourd'hui aider, contribuer, apporter sa contribution à la préservation de l'environnement. Je peux vous donner un exemple très simple. On travaille beaucoup avec la direction de l'environnement qui aujourd'hui a mis en place des unités de mesure de la qualité de l'air. Et ces unités-là nécessitent aujourd'hui de la connectivité parce qu'il faut pouvoir mesurer en temps réel la qualité de l'air dans une ville comme Dakar. Et donc, nous sommes partenaires de la direction de l'environnement sur ces sujets-là et cette qualité de l'air a également un impact sur la santé des populations. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. J'ai parlé tout à l'heure de l'agence de la Grande Muraille Verte pour la plantation d'arbres, mais notre collaboration va au-delà du domaine de l'environnement. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation, de la santé. Un autre sujet également très important qui est l'employabilité des jeunes et des femmes. Comme vous le savez, nous avons une population très jeune en Afrique et donc le sujet de l'emploi des jeunes est une priorité en termes de RSE, ce qui fait que nous accompagnons des programmes de l'État et nous organisons nous-mêmes des programmes dans lesquels les autorités également sont extrêmement impliquées et l'inclusion numérique est également un soubassement très important des activités que nous menons avec les différents ministères, agences, collectivités territoriales. Très bien, merci. Peut-être très rapidement parce que nous nous rapprochons de plus en plus vers la fin de notre émission. Nous avons ce dernier sujet qui serait important d'aborder rapidement. Alors, de plus en plus, on parle des enjeux environnementaux et énergétiques en Afrique, des enjeux climatiques, mais on évoque aussi une question dont on ne parlait pas encore il y a quelques années, c'est celle de l'Afrique en tant que continent solution face à la préservation de la planète. Alors, Monsieur Koumba, j'aimerais que vous disiez deux mots là-dessus rapidement. On sait que plusieurs pays africains disposent d'un couvert forestier important. On l'a vu pendant la pré-COP à Kinshasa, où la RDC notamment a été valorisée pour son potentiel forestier et sa capacité à pouvoir contribuer fortement à la lutte contre les dérèglements du climat. On sait que la RDC n'est pas le seul pays, on a plusieurs comme ça. Comment le continent peut-il au mieux exploiter son couvert forestier pour se positionner face aux enjeux environnementaux dans le monde? C'est une bonne question. Oui, vous l'avez dit, hein, donc l'Afrique a un atout qui est fondamental, le couvert forestier, très important, qui est
le réservoir des gaz à effet de serre, c'est quelque chose de très important. Si on refait un petit pas en arrière concernant les deux grands objectifs qui ont gouverné la COP 21 de 2015 à Paris, c'était l'atténuation d'une part et puis l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Alors maintenant, si on reste sur la question de l'atténuation, puisque même à la COP27, on a dit qu'il fallait que l'Afrique aille aussi très haut par rapport à toutes ces questions de réduction. Mais on peut aussi dire que l'Afrique contribue quand même déjà à l'atténuation à son niveau de par cette question du couvert végétal ou forestier qu'il possède. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je dirais simplement que plutôt que de demander à tout prix que l'Afrique amène ou s'amène à un niveau comparable à celui des pays industrialisés, on peut considérer d'ores et déjà que l'Afrique a une très belle contribution par rapport au fait que, à ne prendre que le bassin du Congo, constitue un réservoir de gaz à effet de serre qui contribue vivement à répondre à la préoccupation de l'atténuation. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koumba. J'en viens à vous, Monsieur le ministre. Alors, je le disais, plusieurs pays africains ont ce potentiel forestier qui leur donne la possibilité de se positionner à l'échelle mondiale pour lutter contre tous ces dérèglements liés au climat et qui impactent l'environnement et renforcent l'urgence d'une transition énergétique. Alors, qu'en est-il du Cameroun en termes de positionnement par rapport à cette question ? Je vous remercie, madame, de me poser cette question. Je pense que quand nous parlons de forêt dans la lutte contre le changement climatique, c'est pertinent quand nous connaissons le bassin du Congo qui constitue le deuxième bassin mondial après l'Amazonie. Mais le problème maintenant, est-ce qu'il faut se tourner vers la conservation intégrale de forêts pour séquestrer le carbone, ou bien alors il faut utiliser les forêts pour autre chose également? Nous sommes des pays en développement. Cela veut dire qu'il nous faut faire feu de tout bois pour que nous soyons également développés. Quand on parle de la conservation, nous pensons qu'il faut plutôt concilier le développement avec le développement durable. Il faut donc la réduire, mais il faut augmenter le stock de carbone en reboisant. Pas une conservation parce qu'il faut avoir le stock de carbone. D'autres pays ont déforesté leur patrimoine forestier pour se développer. Mais les autres ne peuvent pas, on ne va pas faire la même chose. Mais je pense qu'il y a une gestion durable de forêt qu'il faut imposer, disons, à tous ces pays qui abritent des bassins forestiers. Donc, par conséquent, moi, je vois dans la contribution à la lutte contre le changement climatique une gestion durable des forêts. Donc, faire en sorte que si aujourd'hui vous déboisez, le lendemain, il faut immédiatement reboiser. Il faut qu'il y ait donc cette politique qui concerne à penser aux générations futures chaque fois que nous agissons. Donc, je pense que nous avons cette possibilité, nous avons des forêts et nous allons donc les mettre au service du changement climatique, mais à travers la politique de reboiser, c'est-à-dire défricher, mais reboiser en même temps, compenser immédiatement. Donc, il ne faut pas seulement la conservation intégrale, il faut que pour se développer, il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle un développement durable. Donc, c'est un peu mon point de vue en ce qui concerne l'apport des forêts dans le combat contre le changement climatique. C'est bien, mais il faut que cela soit géré de façon durable pour que nous arrivions au même résultat. Voilà ce que je peux dire concernant ce point, madame. Très bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, résoudre cette question au travers d'une gestion durable des forêts, donc poursuivre l'exploitation des forêts tout en reboisant. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre intervention dans cette émission du Connect 54 de la Tribune Afrique. Nous avons été très honorés de vous recevoir. Je continue rapidement, donc nous tirons vers la fin, comme je le disais tout à l'heure. Alors,
Je vais vous donner la parole à tour de rôle rapidement en quelques secondes. Ce sera votre mot de la fin. Monsieur Antoine Faye, vous avez exposé amplement les enjeux autour du financement et de la nécessité pour tout l'écosystème de mettre la main à la pâte et permettre au continent d'avancer, de développer de se développer. Vous avez évoqué la question du développement économique qui est très, très importante, donc se développer de manière propre. Alors, finalement, que souhaiteriez-vous que l'on retienne de ce que devrait faire l'Afrique qui est face non seulement à son besoin de développement économique, enjeux environnementaux et énergétiques, il faut transiter. En même temps, il faut prendre en compte la donne numérique qui est un levier et exploiter le potentiel forestier. Quel serait votre mot de la fin? Quelle place finalement pour le financement au cœur de tout ça? Comment le financement peut mêler toutes ces thématiques importantes finalement? Oui, je disais que l'argent ne s'oriente que là où il peut gagner de l'argent. Et ça me rappelle, ça me donne l'occasion de revenir un peu sur la question que vous aviez posée au ministre. Oui, et je suis d'accord avec lui, il ne faut pas seulement penser en termes de conservation, il faut aussi pouvoir utiliser, disons, les technologies qui existent pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire les services forestiers, mais en même temps faire en sorte de faire du renouvellement. Mais je vais vous surprendre une chose, l'Afrique peut être une grande solution. Un petit pays comme la Namibie est aujourd'hui leader dans ce qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est-à-dire sa production estimée, qui n'est même pas encore effective, a été rachetée sur 10 ans par l'Allemagne, qui a mis de l'argent pour développer les infrastructures nécessaires pour produire cet hydrogène, parce que tout le monde sait qu'on ne peut plus aller dans le fossile. Même les énergies renouvelables traditionnelles ne pourront plus servir. Donc, voilà une solution que l'Afrique peut proposer. Mais comment elle peut le proposer? Il faut de ce qu'on appelle de la R&D. Il faut de la recherche sur et développer des solutions. Et ça, il n'y a qu'un développement de l'éducation, une bonne stratégie éducationnelle qui pourrait le faire. Et l'argent va suivre parce que cet argent-là saura que l'environnement est propice pour vraiment s'implanter. Donc, la transition énergétique, le développement propre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut que les gens comprennent que les grandes découvertes n'ont pas été faites avec le moteur. Les voiliers qui traversaient l'Atlantique, c'était avec des voiles, c'était avec du vent. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est pressé, on veut aller trop vite, et pour aller trop vite, on a besoin d'équipements qui vont vite. Donc, il faut qu'on revienne un peu sur Terre et qu'on essaie de repenser comment est-ce que nous voulons évoluer. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Rokhaya Solange Mbengue, peut-être rapidement un mot sur les femmes. Dans le cadre de vos responsabilités chez Orange, vous accompagnez les femmes dans le développement de leurs actions dans ce domaine environnemental et énergétique. Finalement, quel rôle peuvent-elles jouer pour que le continent remporte finalement la bataille environnementale? Oui, je pense que les femmes sont au cœur de cette bataille environnementale-là. Le numérique est un puissant levier de développement et les femmes sont des actrices de développement en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous, ce sera justement d'accompagner les femmes dans cette autonomisation économique, autonomisation financière à travers des programmes de formation non seulement numérique, mais également pour les aider à mieux s'approprier ces changements climatiques-là. Parce que lorsque vous allez dans les zones rurales, les femmes sont très durement touchées. Lorsque vous allez dans les champs, c'est elles qui sont dans ces champs-là. Donc, comment les aider à appréhender ces changements climatiques-là?
et comment justement le fruit de leur travail, notamment dans le domaine de l'agriculture, va pouvoir être transformé, va pouvoir être vendu pour leur permettre de dégager des revenus. Donc, nous avons un projet phare qui est un projet qu'on déploie dans un village du côté d'une zone qui s'appelle Makekadjo, Andem, qui est pour nous un projet pilote. Et l'objectif, c'est d'accompagner ces femmes-là en les finançant pour de l'ameublement, de la fabrication de produits cosmétiques à base de produits locaux, de la confection, de la teinture, de la vannerie, et avec vraiment pour unique objectif de les aider à développer leurs revenus parce qu'on n'a pas encore vraiment une idée de l'impact réel que vont avoir ces changements climatiques-là, même si ça a démarré, même si on le voit déjà. Il faut les aider à se préparer à tout ça. Et c'est tout l'enjeu pour nous à Sonatel en termes de RSE pour accompagner les femmes vers un mieux-être et plus d'autonomisation. Très bien, merci beaucoup. Alors, je me tourne finalement vers vous, Jean-Michel Conto sur le plateau avec moi. Nous avons vu tout à l'heure que l'Afrique peut justement parier sur son potentiel forestier pour être un continent solution. D'une part, on a des pays justement qui ont ce potentiel de manière avérée, mais d'autre part, on a plusieurs pays à travers le continent qui souffrent de déforestation et qui se lancent notamment avec l'accompagnement de certains grands groupes comme Orange dans le reboisement, la reforestation. Quel serait finalement votre mot de la fin? Rokhaya parlait tout à l'heure de ce que vous faites notamment au Sénégal. Est-ce que vous avez d'autres activités de ce genre, d'autres projets à travers le continent et comment vous les déployez avec les communautés? Effectivement, le continent africain possède des atouts que nous devons mettre en avant, à savoir le potentiel exceptionnel de captation de CO2 à travers ses forêts, à travers ses mangroves. Du coup, Orange a décidé d'accompagner, de lancer des programmes de reforestation, de restauration de mangroves, notamment à Madagascar. On l'a vu tout à l'heure au Sénégal et au Cameroun. Donc à Madagascar, nous venons de lancer un programme de reforestation de plus de 4500 hectares. Au Cameroun, restauration de mangroves sur plus de 1000 hectares. Tout ça dans une idée de développement durable et de gestion durable de la mangrove. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas que de planter et puis de regarder juste comment tout ça évolue. C'est d'accompagner, bien évidemment, les populations locales, de donner les formations nécessaires pour créer tout un écosystème autour de ces forêts, autour de ces mangroves, pour que les populations locales puissent en tirer un revenu durable qui va s'étaler sur 5, 10, 15, 20 ans et donc s'installer durablement dans ces nouvelles régions qui vont pouvoir re-respirer grâce à ces programmes. Donc Orange s'investit pleinement sur le continent africain et en développant ces restaurations de mangroves et de forestation, nous allons pouvoir capter le CO2 qui sera utile à la neutralité carbone que nous souhaitons tous d'ici 10, 15, 20 ans. 2040. Voilà, 2040 pour Orange et peut-être un peu plus pour le reste de la planète, mais en tout cas, Orange va y contribuer. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ce que vous avez dit me donne une belle perche parce que à la fin de cette émission, nous allons visualiser, parce qu'on a parlé de manière très théorique. Alors, nous allons visualiser une courte vidéo du groupe Orange et des actions menées notamment au Sénégal dans le cadre du reboisement. Chaque année, Sonatel organise un programme de reboisement avec une association qui s'appelle Nebedai. Cette campagne nous a permis depuis 5 ans de planter plus de 150 000 arbres dans la zone de Palmarin, dans le cadre de la mangrove qui pousse dans cette zone-là. Elle nous permet de mobiliser chaque année près de 200 Sonateliens qui, accompagnés de leur famille, vont avoir cette approche éco-citoyenne, éco-engagée. Les propagules, c'est le bébé palétuvier. On le plante dans la vase, puis ça y est. En une journée, on arrive à planter des milliers de palétuviers avec les pieds dans l'eau. C'est très agréable, il n'y a pas besoin de faire de trous.
Les bénéfices en termes climatiques sont extrêmement clairs. Lorsque vous plantez des arbres, ça vous permet de retenir tout ce qui est gaz à effet de serre. Et sur place, vous avez toute la communauté des habitants de Palmarin qui participent, ils nous guident. Au-delà de la plantation, cela permet de créer un écosystème social et solidaire. Le partenariat avec Nebedai permet d'accompagner des communautés de femmes qui font de la transformation des produits locaux. Il y a toute une chaîne de valeur qui donc leur permet de subvenir à leurs besoins. Orange. Alors, vous avez pu voir concrètement ce qui se fait sur le terrain au Sénégal. Comme le disait mon invité sur le plateau, Jean-Michel Conto tout à l'heure, ce genre de projet est également mis en place dans d'autres pays du continent, notamment à Madagascar ou encore au Cameroun. Alors, c'est la fin et je tiens à vous remercier, mes chers panélistes, d'avoir accepté notre invitation et participé activement à cette édition du Connect 54. Merci à vous, Monsieur Pierre Ailé, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable de la République du Cameroun. Nous étions également avec Monsieur Jérôme Koumba, directeur général de GES Environnement et expert auprès des Nations Unies. Merci beaucoup. Merci Monsieur Antoine Faye, analyste en politique publique et consultant en économie du changement climatique. Merci Rokaya Solange Mbeng, chef de département RSE et partenariat chez Sonatel Orange. Et merci à vous, Jean-Michel Conto, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Et merci à Madame Nadia Mrabi, directrice de cette ODC qui nous reçoit ici à Rabat et senior manager RSE chez Orange Maroc. Merci à tous.